assassinat dans un village. Les autres, ils ont brûlé. Et la garde à vue continue. Voilà les questions auxquelles devra répondre l'IGS. Talk about a bad week. Pas de mobile, pas de suspect, aucune piste officielle. Au sommaire de cette édition, notre enquête sur l'affaire Lambin. 2 femmes dénoncent un crime dans le milieu du grand banditisme. Quand vous voyez ce corps par terre, moi je suis désolée, mais voilà, je peux que me sentir en danger. Les jurés de la cour d'assises de Nice seront-ils convaincus par leurs témoignages? On ne peut pas expliquer avec des mots ce qu'on ressent, la peur dans le ventre. Je dormais avec un fusil à pompe. Notre reportage sur un drame familial. Serge et Marie-Pierre ont perdu leur fille, Nina, percutée par une voiture. Elle a été projetée sur 30 mètres de distance et elle est retombée à l'endroit où vous voyez la silhouette. Le conducteur de la voiture a obtenu un non-lieu devant la justice. Une décision inacceptable pour les parents. Pourquoi la justice met tout ça de côté? J'ai pas de réponse. Je peux pas comprendre. Marc Machin, à nouveau devant la justice. Cette fois, il est accusé d'agression sexuelle. Ce genre de choses, c'est inadmissible, on n'a pas le droit de faire ça. L'amour, c'est pas ça. On n'a pas le droit de forcer une personne. Mais d'abord, notre enquête à Nice sur 2 femmes qui brisent la loi du milieu. Nice, 27 mai 2009. C'est un procès sous très haute surveillance qui s'ouvre devant la cour d'assises. 2 figures du grand banditisme vont être jugées. Les forces spéciales sont sur les dents. Dans le box, Michel Lambin. Il est accusé d'avoir tué Jean-Yves Guéret, un ancien braqueur. Les 2 hommes se sont querellés alors qu'ils préparaient l'évasion d'un caïd du milieu, Émile Fornassari, 48 ans, connu pour ses braquages. Co-accusée, Séverine Laurent, l'ex-femme d'Émile Fornassari. Elle est la seule témoin du meurtre. Son témoignage est capital. Le soir du drame, c'est elle qui conduit Jean-Yves Guéret dans la montagne, au domicile de Lambin. C'était pas la première fois que j'avais monté Jean-Yves Guéret. Et puis bon, la dernière fois que je l'ai monté, il s'est fait tuer. Sous vos yeux? Sous mes yeux, j'ai pas vu les tirs, mais bon, ça s'est passé derrière moi. Donc je suis partie en courant, en criant. Et bon, puis après j'ai vu Jean-Yves par terre, oui. Voilà. Et vous avez vu qui avait tiré? Oui, bien sûr. Enfin, la personne qui est venue vers moi, c'était bien Michel Lambin, oui. Séverine comparaît libre, mais elle risque 8 ans de prison pour non-assistance à personne en danger et non-dénonciation de crime. C'est ici, à Cossol, dans l'arrière-pays niçois, que Jean-Yves Guéret a été tué, dans la propriété où vivent Michel Lambin et sa compagne Nicole, où il fabrique du fromage de chèvre. Nicole se souvient très bien de ce soir de juillet 2004. Elle accepte d'en parler pour la première fois. J'étais au lit, j'étais couchée. J'ai entendu les fifinous, ce sont 2 patous qui sont dans le chalet. Elles ont commencé à aboyer parce que dès qu'il y avait un trafic sur l'un ou l'autre des portails, elles commençaient à aboyer. Elles avaient une oreille très fine, donc ça m'a réveillée de les entendre. J'étais toujours sur le qui-vive. J'ai entendu une voiture monter le chemin à toute bringue-zingue, ça a fait un boucan pas possible. J'ai entendu les portières claquer, j'ai entendu les coups de feu et je me suis dit, qui a tué qui? Donc je suis sortie, je suis montée jusqu'au portail, je n'arrivais pas à voir mais j'avais une toute petite lampe torche. J'ai fait le bruit en appelant psst, psst. Et là, une voix de femme me répond « Je suis là ». Cette femme, c'est Séverine Laurent. Je m'approche, elle était blanche comme une morte. Mais alors, on voyait la frayeur dans ses yeux. Elle était vraiment choquée. Donc, je me suis approchée d'elle, je lui ai dit « Ça va ?»
Et puis elle me dit, j'ai vu la flamme passer devant moi, j'ai cru que Michel allait me tuer aussi. Séverine Laurent vient d'assister au meurtre de Jean-Yves Guéret, atteint de 2 balles dans le cœur. Il est mort sur le coup. Devant la cour d'assises, elle ne va pas hésiter à raconter comment Michel Lambin l'a menacé ce soir-là. Ça a été, t'as rien vu, fais attention, tu fermes ta gueule, sinon je m'en prends à toi et tes enfants. Voilà. Et puis quand vous voyez ce corps par terre et avec ce qui venait de se passer, eh ben, moi je suis désolée, mais voilà. Je peux que me sentir en danger, bien sûr. Sous le poids de cette menace, Séverine garde longtemps son lourd secret. Plus tard, la nuit du crime, Michel Lambin rejoint sa compagne Nicole dans sa chambre. Et il m'appelle et il me dit viens, donne-moi une serviette, je transpire, j'ai peiné comme un rat mort. Donc je me suis levée, comme un petit toutou, l'esclave parfaite. Et c'est là qu'il m'a raconté, ça y est, je l'ai enterré, il n'y a pas de souci, il n'y a plus rien à craindre. Pourquoi Michel Lambin aurait-il supprimé Jean-Yves Guéret? Pour une question d'argent. Lambin aurait touché 28 000 € pour préparer l'évasion d'Émile Fornassari. Et apparemment, il n'avait pas très envie de partager la somme avec Guéret. Quand il apprend qu'il va se faire flouer, Guéret se rend directement chez Michel Lambin. Dans l'après-midi, il était monté donc avec Séverine en voiture. J'étais toute seule, Michel n'était pas là. Il criait en disant « Oui, où est-ce qu'il est, je vais le tuer, c'est un voleur, c'est un enculé. Il m'a volé. » Alors, je lui dis, il n'est pas là. Lambin n'est pas là, mais Guéret revient le soir même, toujours accompagné par Séverine. Les 2 hommes se querellent. Guéret ne redescendra jamais. Un seul homme était resté proche de lui, son frère David. 4 mois après sa disparition, il est convoqué par la police. Donc moi, je dis à la police, si à Noël, par contre, j'ai pas de nouvelles de lui, là, ça sera vraiment inquiétant. Ça a été le cas. Je suis retourné à la police, dire effectivement, j'ai pas eu de nouvelles de mon frère, et là, je suis inquiet, là, je suis vraiment inquiet. La police judiciaire commence des recherches. Fin 2004, elle découvre la voiture de Jean-Yves Guéret chez Michel Lambin. Les enquêteurs perquisitionnent l'élevage du Bayou. Ils trouvent des documents sur un projet d'évasion, un arsenal d'armes et l'agenda de Jean-Yves Guéret. Ils poursuivent leurs recherches, fouillent le sol de la propriété et découvrent dans un trou un corps dénudé. J'étais pas prêt à entendre que mon frère avait été tué. Quand je l'ai appris donc, de la bouche du capitaine Richard, la même chose que ça peut arriver, la même chose que pour n'importe qui apprend le décès d'un proche. Même s'il a eu une vie marginale, non conventionnelle, tout à l'opposé de moi, on n'est jamais prêt à entendre ça. Les empreintes digitales sont pourtant formelles. Il s'agit bien du corps de Jean-Yves Guéret. Immédiatement après, Michel Lambin est placé en garde à vue. Dans un premier temps, il avoue le meurtre. Il aurait tiré sur Guéret, pensant qu'il était armé et dangereux, comme le soutient encore aujourd'hui son avocat. Le policier, quand même chargé de l'enquête, parle quand même de légitime défense et dit que dans cette notion de légitime défense, manifestement, Jean-Yves Guéret, par ses menaces et par son comportement, faisait peur. Mais rapidement, Michel Lambin revient sur ses aveux. Il parle d'une 3e personne, présente ce soir-là, qui aurait tiré sur Jean-Yves Guéret avant de s'enfuir. C'est cette version qu'il va soutenir jusqu'au procès. Et pour qu'elle soit crédible, il parvient depuis sa prison à faire passer une lettre à Séverine Laurent. Il lui dicte mot pour mot ce qu'elle doit dire à la juge pour le couvrir. Lors de l'audience, Séverine explique qu'elle a obéi à Lambin
pour sauver sa peau. J'ai suivi, c'est vrai que j'ai suivi. C'est vrai que j'ai voulu l'aider, c'est vrai. Mais bon, il n'y a plus rien qui suivait. Perquisition à la maison, ils trouvent des mots, puis pas que chez moi, chez eux, chez lui aussi. Ils trouvent des mots de partout, rien n'est cohérent, même avec ce qu'il dit, ce qu'il me demande de dire. Plus rien ne va, rien. Alors moi, je ne vais pas risquer une peine pour lui, quoi. Il est arrivé un moment où c'était plus possible. Au deuxième jour du procès, c'est au tour de Nicole d'être entendue par la cour. Elle a partagé la vie de Michel Lambin pendant 25 ans. Et pour la première fois, elle se décide à parler. Vous êtes prête, Nicole? Oui, je suis prête. C'est un soulagement pour vous? Oui. Ça fait longtemps que vous attendez ça? Oui. Qu'est-ce que vous comptez dire, en fait? La vérité. C'est-à-dire? Toute la vérité. Et rien que la vérité. Nicole témoigne à la barre pendant plus d'1 heure. Elle décrit Michel Lambin comme un monstre et confie sa peur de mourir car elle en sait trop. Interrogée sur le meurtre de Guéret, elle déclare énigmatique avoir une impression de déjà-vu, comme si elle voulait faire comprendre aux jurés qu'elle aurait été témoin d'autres meurtres de Lambin. À la sortie de l'audience, l'avocat de Lambin fait tout pour décrédibiliser Nicole. Quand vous avez une femme qui partage la vie d'un homme après 25 ans, qui assassine complètement son homme, il n'y a pas d'autre mot, sans aucune pudeur. Moi, j'estime effectivement que c'est un témoignage peu crédible dans le sens que trop, c'est trop. Ça n'a pas d'intérêt, ça n'a pas de sens. D'ailleurs, permettez-moi de vous dire que la Cour a considéré, pour une grande partie de son témoignage, qu'elle essaie de décrédibiliser totalement. C'est sous protection policière que Nicole quitte le palais de justice. Nous la retrouvons chez elle le lendemain. Elle nous explique pourquoi, après 25 ans, elle a décidé de briser la loi du silence. Je prends le risque de dire la vérité, toute la vérité, tout ce que j'ai subi, tout ce que j'ai ressenti. On ne peut pas expliquer avec des mots ce qu'on ressent, la peur dans le ventre. Je dormais avec un fusil à pompe. On faisait chambre à part, mais je dormais avec un fusil à pompe. Je ne l'aimais pas, je le subissais. Je ne pouvais rien faire pour essayer de l'éviter. Je savais très bien que je ne pouvais pas partir. Il ne m'aurait jamais laissé partir. Parce que quand Lambin vous met la main dessus, vous êtes perdu. Il ne vous lâche plus. Dans l'après-midi, les 2 filles de Michel Lambin, nées d'une première union, viennent témoigner à la barre. Nathalie et Sophie vont tenter de contrebalancer les propos de leur belle-mère Nicole. Ça me fait penser à un acharnement. C'est vrai que mon père l'a laissé, il a refait sa vie avec une jeune femme. Et je crois que Nicole Rossi a eu beaucoup de mal à s'en remettre. Maintenant, je reste persuadée qu'elle s'acharne. Elle s'acharne contre lui par vengeance. C'est loin d'être un monstre, ni un sadique, ni un tueur. Et ça, j'aimerais que les gens le comprennent. Mais à la nuit tombée, après le témoignage de ses filles, Michel Lambin va craquer. Il s'affaisse dans le box, se met à pleurer et avoue avoir tué Jean-Yves Guéret. Un retournement de situation totalement inattendu. Je me sens anéantie, ça c'est sûr. Mais je persiste à dire, même s'il s'est accusé, qu'il est au milieu d'une affaire qui n'est pas la sienne, tout simplement. Pour le frère de la victime, les aveux tardifs de Lambin ne sont pas sincères. Pour lui, il s'agit simplement d'une stratégie de défense à la veille du verdict. Le dernier recours, la dernière cartouche, étant d'avouer effectivement que c'est lui qui a tiré sur mon frère pour, je pense, changer son motif d'inculpation, à savoir l'assassinat, en homicide volontaire avec légitime défense. 3e et dernier jour du procès. L'avocate générale requiert 30 ans de prison contre Michel Lambin, qu'elle décrit comme un tueur de sang-froid extrêmement dangereux.
Lors de la suspension de séance, le clan Lambin s'effondre. Son avocat ne veut même pas s'exprimer. Pour David, le frère de la victime, c'est un début d'apaisement. Je serai soulagé au moment du jugement définitif. Mais ce ne sont que des réquisitions, donc j'attends le résultat final. Après la plaidoirie des avocats, la cour se retire pour délibérer. À minuit, le verdict tombe. Lambin est condamné à 20 ans de réclusion. Il retourne immédiatement en prison. Je suis déçu et en colère. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Quand on réclame 30 ans dans un dossier pareil, on n'a pas le sens des proportions. Il faut que cette justice pénale ait une cohérence. On ne peut pas demander 30 ans dans ce dossier. Mon client n'est pas un enfant de cœur. Mon client a reconnu. C'est un homicide, nous sommes d'accord. Mais ça ne justifie pas cette peine. Nathalie, la fille de Michel Lambin, n'a pas été prévenue à temps. Arrivée après l'énoncé du verdict, elle n'a pas eu le temps de dire au revoir à son père. En sortant du tribunal, elle s'effondre. Séverine, elle, savoure sa victoire. Elle risquait 8 ans de prison. Elle est acquittée. Acquittée? Ben, je vous dis franchement, là, bon, je réalise sans trop réaliser, j'en suis consciente, bien sûr. Mais bon, vous savez, je suis épuisée aussi. Franchement, qu'est-ce que ça fait? Je peux pas demander mieux. Je peux pas demander mieux, c'est sûr. Émile Fornassari, dont Guéret et Lambin préparaient l'évasion, a été condamné à 5 ans de réclusion. Lambin, lui, n'en a peut-être pas fini avec la justice, car d'autres meurtres ont été évoqués à la barre, dans lesquels il pourrait être impliqué. La justice a pris note et de nouvelles enquêtes pourraient être ouvertes. On est dans le délire spéculatif, dans l'imaginaire. C'est pas comme ça que je vois la justice pénale. Je suis halluciné d'entendre que l'avocat général considère que mon client est un homme dangereux, alors que les experts considèrent qu'il n'y a aucune dangerosité. Et en plus, qu'on essaye de faire croire que mon client serait inculpé dans des affaires alors qu'il a fait l'objet d'un acquittement. Je trouve qu'il y a une forme de déloyauté qui est absolument insupportable. Pourtant, des questions restent en suspens. Au tribunal, le nom de Jean-François Leca, une figure du milieu niçois, a été évoqué. Il dormait dans cette caravane sur le terrain de Lambin et depuis 2001, il est introuvable. Deuxième question, une des armes retrouvées chez Lambin aurait servi en 2002 au meurtre d'un gardien d'école. Serait-il impliqué dans ces affaires? Aujourd'hui, l'ancienne compagne de Michel Lambin vit dans la peur de représailles. Mais elle est heureuse d'avoir brisé la loi du silence. Pour la première fois en 25 ans, on m'a cru. Et vous ne pouvez pas savoir le soulagement que ça peut donner. Vraiment, ça a été une renaissance. Oui, j'ai peur, mais je me suis sentie soulagée. Soulagée. Ça a été un partage avec les jurys, Madame la Présidente, les avocates, la procureure, les visiteurs. Et ça m'a fait un bien fou. Michel Lambin est actuellement incarcéré à la prison de Nice. La semaine dernière, il a tenté de mettre fin à ses jours en se pendant dans sa cellule. Depuis, il a décidé de faire appel. Un nouveau procès Lambin devrait s'ouvrir d'ici 1 an. Nous sommes en pleine campagne, dans le département de la Nièvre, à quelques kilomètres de Nevers. Le 16 mars 2004, la vie de Serge et Marie-Pierre a basculé. Ils ont perdu leur fille Nina. Elle était âgée de 11 ans. Nina a été renversée par une voiture à seulement quelques mètres de chez eux. Depuis le drame, ils se battent sans relâche
pour faire éclater la vérité sur la mort de leur fille. C'est 4 ans de notre vie, 4 ans de démarches en tout genre. C'est les pièces officielles de la procédure, c'est toutes les démarches à l'instruction, c'est les démarches avec les avocats, c'est toutes les démarches politiques et techniques de recherche. Voilà, ça a été mon combat pendant ces 4 années. Oui, j'ai la tête occupée tout le temps avec ça, c'est vrai. 4 ans de procédure, soldés en 2008 par un non-lieu. Autrement dit, l'homme qui a tué leur fille ne sera jamais jugé. Pour la justice, le conducteur n'a commis aucune infraction. Une décision inacceptable pour les parents. On a l'impression, le sentiment d'avoir été dans un déni de justice. Je ne sais pas avoir d'autres mots. Les incompréhensions restent totales. Je pense qu'on a fait un cheminement où on a compris maintenant ce qui s'était passé. On pense avoir bien déterminé l'ensemble des enchaînements. Et ce qu'on ne comprend pas, c'est qu'il n'y ait pas de reconnaissance de la justice de tous ces phénomènes. Il est 7 h ce matin-là, le temps est clair, la visibilité est parfaite. Comme tous les jours, Nina attend devant chez elle le quart de ramassage scolaire. Mais le bus ne passe pas, son père décide de l'emmener lui-même au collège. Au bout du chemin qui mène à la Nationale, il aperçoit son voisin. Il gare sa voiture et traverse pour lui demander s'il sait pourquoi le car n'est pas passé. Nina est arrivée d'en face, elle est venue nous rejoindre et elle a interpellé le voisin pour lui demander s'il pouvait prendre en charge ses affaires d'équitation. Donc il a accepté. Nina, de ce fait, est repartie vers la voiture en courant. Elle part en courant, elle traverse en courant et je vois une voiture qui se situe au niveau de l'autre chemin qui est à 75 mètres quand Nina, dans sa course, est déjà sur la ligne médiane de la route. Et à ce moment-là, j'ai crié parce que j'ai eu peur. La traversée était probablement un peu dangereuse. Et en fait, Nina a continué sa traversée et elle s'est arrêtée sur le carré blanc du cédé-le-passage. Et intérieurement, je me suis dit, c'est bon, elle a traversé. Et dans la seconde qui a suivi, j'ai vu Nina qui était propulsée en l'air par la voiture. Et donc elle a été projetée sur 30 mètres de distance et elle est retombée à l'endroit où vous voyez la silhouette. Je sors dehors et je vois que la voiture de Serge est encore là au bout du chemin. Donc je m'interroge, mais je me dis bon, tout va bien, la voiture est là, elle est entière. Donc, et puis d'un seul coup, je vois juste là où vous voyez la silhouette maintenant, je vois du mouvement. Je cherche Nina, puis j'avance et je commence à chercher Nina. Et à ce moment-là, Serge, qui est donc à l'endroit où Nina est tombée, me voit, me hurle quelque chose du genre « Dégage, viens pas !» Et là j'ai compris. Là, je me suis mis à courir. Et je me souviens avoir rencontré 2 obstacles sur mon chemin. Quelqu'un qui me disait « N'y allez pas, n'y allez pas !» C'est ma fille, laissez-moi passer, c'est ma fille. Et c'est comme ça que j'ai vu ma fille. La fillette décède 3 quarts d'heure après l'accident. La voiture qui l'a renversée s'est arrêtée quelques mètres plus loin. Le conducteur est un homme âgé de 70 ans, qui est immédiatement entendu par les gendarmes. Il a refusé de nous parler. Son avocat raconte sa déposition. Il a toujours été régulier dans sa réponse et de bonne foi pour simplement expliquer qu'il ne l'a vu qu'au dernier moment, c'est-à-dire au moment du choc, au moment où elle rentrait en collision avec le véhicule. Il était certain qu'elle ne se trouvait pas sur le bas-côté, donc lui-même n'est pas allé sur le bas-côté. Il s'est trouvé subitement avec un obstacle sur la route et il s'est avéré que l'obstacle était une personne et cette petite fille, cette jeune fille. Mais les parents relèvent d'autres éléments dans la déposition du conducteur. Il explique que donc il a vu
il arrivait, il roulait aux alentours de 90 km/h et quand il est arrivé au niveau des voitures, une fillette a commencé à traverser. Elle venait du coffre de la voiture noire, mais il n'y avait pas de voiture noire sur les lieux, donc peut-être a-t-il un problème, peut-être. Là, le choc a eu lieu. Je crois que la fillette était arrivée vers le milieu de ma file de circulation. Je me souviens avoir freiné et que la voiture s'est vite arrêtée. Je ne suis pas restée garée à l'endroit où la voiture a stoppé car un camion me suivait. Quel camion ? Les deux témoins ont traversé la route sans la moindre attention. Ils se seraient fait écraser s'il y avait eu un camion. Est-ce que monsieur voyait bien? Et là où vraiment, moi, j'ai été très choquée. Donc, il explique qu'il s'est stationné quelques mètres plus loin sur la route. Voilà, le chauffeur du camion ne se serait pas arrêté. La fillette était derrière mon véhicule. J'ai vu dans mon rétroviseur qu'elle se relevait et qu'elle marchait, pliée en deux dans ma direction. Et ça enfin, c'est complètement impossible. Enfin, moi, j'ai accouru vers Nina dès que ça s'est passé. C'est vrai que quand il dit ça, c'est qu'il était complètement à côté de la réalité. Il n'a pas pu voir notre fille se relever du fond du fossé, alors que 30 secondes après le choc, j'étais auprès d'elle pour constater ce qui s'était, constater les dégâts. Les parents découvrent dans les rapports d'expertise médicale que le conducteur était atteint de diverses affections. Diabète, hypertension, cholestérol. Autant de pathologies pour lesquelles il prenait des médicaments susceptibles de nuire à sa conduite. Il y a forcément des conséquences. On a des pictogrammes sur les médicaments qu'il ingère. Je peux vous montrer les boîtes de ces médicaments. Elles ont toutes un pictogramme d'alerte de niveau 2 et c'est totalement occulté par la justice. Et ça n'a pas de sens pour moi, je ne sais pas pourquoi. Les laboratoires pharmaceutiques sont tenus de mettre en garde les consommateurs. Mais la prise de médicaments au volant n'est pas contrôlée. Monsieur Morales est directeur de la prévention routière pour le département. Il insiste sur les risques liés à la conduite sous médicaments. La prise de médicaments au volant peut avoir une influence sur la conduite. Elle peut avoir une influence sur le temps de réaction, la détermination du danger. Ça peut pratiquement avoir les mêmes effets que de conduire, dans certains cas, sous l'effet de l'alcool ou de la drogue. Mais un autre élément choque les parents de Nina. Le rapport d'expertise ophtalmologique. Il indique que le conducteur souffre d'une double cataracte au moment des faits. Notre fille est prise, de notre point de vue, à cet endroit précis. Or, avec la vision qu'il avait à ce jour, on peut estimer, elle est toujours là, mais qu'elle n'est pas visible pour lui. Pourquoi la justice met tout ça de côté ? Je n'ai pas de réponse, je ne peux pas comprendre. Il faut savoir que cette expertise a été contredite par celle réalisée à la demande du préfet, puisque un préfet, suite à un accident mortel, peut demander au conducteur de se soumettre à une expertise pour vérifier sa capacité de conduire et s'il y a des restrictions. Il faut savoir que le permis donc, a été revalidé pour mon client sans aucune restriction à la conduite, ni port de lunettes obligatoire. La loi dispose que pour conduire, il suffit d'avoir 5/10 d'acuité visuelle sur les deux yeux avant correction. Avec 6/10 à un œil et 2 à l'autre, le conducteur est dans la norme. Mais une autre question se pose. Où était Nina au moment du choc ? L'expert mandaté par la justice conclut que la petite fille se trouvait au milieu de la route au moment où elle a été renversée. Une conclusion que les parents contestent. Serge s'en souvient bien, pour lui, sa fille avait déjà fini de traverser au moment du choc. Il en cherche la confirmation auprès du second témoin de l'accident, le voisin, qui était présent sur les lieux ce jour-là.
Il était en bordure de route à ce Oui, moment-là. elle était en bordure de route. Elle était sur. Il y a des petites bandes blanches qui marquent la munition a cédé le passage. Ça a cédé le passage. Elle était déjà là-dessus. Moi, je la vois sur la ligne blanche. Donc elle est en sécurité. Il avait qu'à faire un petit écart de 50 cm, il l'évitait. Nina se serait donc arrêtée ici de l'autre côté de la route, devant la voiture de son père. Pour le voisin, l'expert a mal positionné ce véhicule lors de la reconstitution. Ah oui, ils l'ont placé beaucoup trop haut. Ils l'ont placé sur la ligne blanche, mais Serge était en dessous. Il était au panneau, lui. Donc pour vous, il y a eu une erreur dans l'expertise accidentologique? Je ne sais pas s'il y a une erreur, moi je ne sais pas, mais il y a un problème toujours. Oui, parce qu'en fait, eux, ils utilisent le fait qu'il y a cette voiture qui est sur le CD de passage pour te dire... Que la petite, elle est bloquée. La petite, elle est bloquée par la voiture. Elle ne pouvait pas être à cet endroit. Oui, c'est ça. Une mauvaise position qui aurait faussé tous les calculs. Le non-lieu est pourtant confirmé en appel, en dépit de tous ces éléments. On n'a pas le droit et on ne peut pas commenter une décision de justice. Moi, je vais me positionner, moi, en tant que conducteur. Je pense sincèrement, dans les mêmes circonstances, j'aurais pu éviter l'accident. Cet accident aurait dû être évité, à mon avis. Depuis le drame qui a coûté la vie à leur fille, les parents de Nina se sont séparés. Ils tentent de faire face, chacun à leur manière. Voilà, alors là, c'était l'espace de Nina. Marie-Pierre a choisi de quitter la maison familiale, qui lui rappelle trop de souvenirs. Moi, je supporte pas d'être là. Je l'entends, j'entends Nina. Je suis trop... C'est trop un arrache-cœur d'être là. Je l'entends descendre l'escalier, et pourtant, elle ne peut pas descendre l'escalier. Donc, pour moi, c'est insupportable. C'est insupportable. Et à la fois, pourquoi j'ai besoin de tout garder comme ça, je ne sais pas. C'est paradoxal. Serge, lui, préfère rester ici, dans la maison de Nina. Je la vois en train de courir à travers ce jardin, cueillir ses fleurs, me rapporter des bouquets et je me sens plus proche d'elle en restant ici. Je vis au quotidien, je me dis peut-être qu'un jour ça reviendra, je renouerai avec la vie, mais aujourd'hui je n'avais pas encore renoué avec la vie. Les parents de Nina n'ont plus aucun recours pénal. Leur dernier combat, attaquer le conducteur devant un tribunal civil. L'optique est de faire payer les assurances au maximum pour qu'eux ensuite interviennent auprès du législateur, auprès des élus, pour faire évoluer la législation pour que ce genre de situation n'arrive plus. Un combat pour lutter contre l'insécurité routière, pour faire changer la loi et peut-être essayer de trouver un sens à la mort de Nina. Cet homme qui attend dans la cour du palais de justice de Paris est le père de Marc Machin. Un jeune homme qui a fait la une de l'actualité l'an dernier parce qu'il aurait été victime d'une erreur judiciaire. Mais cette fois, il vient d'être déféré devant le parquet parce qu'il aurait agressé sexuellement une femme de 37 ans. Le père de Marc Machin est encore sous le choc de l'arrestation de son fils, survenu lundi soir. Marc, j'ai regardé quand j'ai ouvert la porte, il était avec une dizaine de collègues. Après, la première chose qu'il m'a dit, papa, j'ai fait l'imbécile. Il me dit, je vais pas être pardonné. Et là, je suis tombé des nues. Moi, je savais pas pourquoi, de toute façon, je savais pas le pourquoi. Mais déjà, le fait que mon fils a dit, papa, j'ai fait l'imbécile, quand j'ai vu tout le nombre qu'il y avait de policiers, je me suis dit, encore une grosse affaire. Cette fois, Marc Machin est accusé d'avoir suivi une femme dans le métro. Il aurait voulu prendre des photos sous sa jupe avec son téléphone portable. Elle l'aurait giflé. Il lui aurait alors donné 2 coups de poing au visage et un coup au bas-ventre. Oui, entièrement. Il a toujours assumé ses responsabilités. L'an dernier, Marc Machin avait défrayé la chronique.
Souvenez-vous, c'était le 7 octobre 2008. Ce jour-là, il sortait de prison. À ses côtés, son avocat, Maître Balling, et son père. Il partageait avec lui les premiers instants de liberté d'un homme qui venait de passer près de 7 ans derrière les barreaux. Merci, Lima. Yes, merci. De nombreux journalistes étaient là pour saisir le dénouement d'une affaire hors du commun. J'espérais qu'un jour la vérité elle triompherait du mensonge. C'est un grand pas qui est fait et donc disons que je suis soulagé, un peu plus serein. Donc voilà, là maintenant tout ce que je souhaite c'est pouvoir profiter de ma famille, des gens que j'aime et qui m'aiment, qui m'ont soutenu, tout simplement. Marc Machin avait été emprisonné pour le meurtre d'une femme de 45 ans, Marie-Agnès Bedeau. Elle avait été retrouvée assassinée sur les escaliers du pont de Neuilly. Très vite, Marc Machin avait été arrêté. Il avait avoué avant de se rétracter. Mais c'était trop tard. Aux yeux de la justice, ses aveux ont scellé sa culpabilité. Il est condamné à 18 ans de prison. Mais au mois de mars 2008, coup de théâtre. Un certain David Sagnaud s'accuse du meurtre de Marie-Agnès Bedeau. Les expertises prouveront que c'est bien l'ADN de Sagnaud qui se trouve sous les ongles de la victime. Marc Machin est donc libéré. Mais avant l'affaire du pont de Neuilly, il avait déjà été condamné 2 fois pour agression sexuelle. Après sa sortie de prison, nous l'avions interrogé sur ses délits. Vous pouvez nous raconter ça, c'est difficile ou on peut en parler? De quoi? De l'agression sexuelle que j'ai commise? On peut en parler. Ça s'est passé comment? Vous vous en souvenez? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête? J'étais défoncé, j'avais beaucoup bu, beaucoup fumé. Voilà. J'étais plus moi-même et... Disons que mes pulsions l'ont emporté sur la réflexion et... Voilà, maintenant c'est pour ça que l'alcool, tout ça, j'ai fait une croix dessus et niette. Parce que ce genre de choses c'est inadmissible, on n'a pas le droit de faire ça. L'amour c'est pas ça, on n'a pas le droit de forcer une personne. C'est pour ça que je m'en veux et que je regrette du plus profond de mon cœur et que j'ai des regrets au jour d'aujourd'hui. Donc moi, voilà, au jour d'aujourd'hui, je demande pas seulement à ma victime par rapport à cette agression sexuelle que j'ai commise, mais à toute la gente féminine, je demande pardon du plus profond de mon cœur, à toutes les femmes de la planète. Parce que ce genre de choses, maintenant, pour moi, à mes yeux, c'est intolérable, ça passe pas. Et pourtant, il y a 3 jours, Marc Machin est mis en examen pour agression sexuelle aggravée par des coups et blessures. Devant le palais de justice, son père essaie de l'apercevoir. Il devrait passer en jugement d'ici à quelques minutes. Mais après plus de 9 heures d'attente, le père de Marc Machin apprend qu'il ne sera pas jugé aujourd'hui. Dans le téléphone portable de son fils, les policiers auraient retrouvé plusieurs dizaines d'images prises sous des jupes de femmes. La justice aimerait savoir s'il n'aurait pas commis d'autres agressions sexuelles depuis sa sortie de prison. Une enquête a été ordonnée. En attendant, Marc Machin a été écroué à la maison d'arrêt de Nanterre. Pour moi, c'est un très gros gâchis. Ça, pour moi, toute ma vie a été gâchée. Voilà, moi, en parlant en tant que père, en personne, personnellement. Un très gros gâchis. Pour son père, la déception est immense. La semaine prochaine, dans Fait divers le Mag, notre enquête sur la mort de Jean-Jacques Le Chénadec, tué en 2005 lors des émeutes de banlieue. 3 ans et demi qu'il est là. Donc on aurait pu faire des tas de choses, ça. Le coupable risque 20 ans de prison. Que diront les jurés? J'espère qu'il sera bien puni, son assassin, parce que franchement,